Vous souhaitez savoir comment est-ce qu'on détecte une cyberattaque et quelles sont les premières actions qui sont posées? Je vous propose dans cette interview avec Jean-Philippe Racine de vous répondre à plusieurs questions. On se retrouve tout de suite après le générique. Première question, quels sont les signes avant-coureurs d'une cyberattaque? Ben, ces signes-là, on pourrait appeler ça des indicateurs de compromission, là. Généralement, c'est un peu les traces qu'un malware, le virus ou que le pirate pourrait laisser en cours de route là, quand il est en train de débuter son attaque ou quand l'attaque est en cours. Juste un premier élément à avoir en tête, là, c'est qu'il y a des études qui démontrent que ça peut prendre 200 jours à peu près avant le début d'une attaque, puis le moment où on va le constater. Fait que c'est là où il y a des indicateurs de compromission là, qui pourront être laissés. Puis ben là, si on va dans cette thématique-là, ça pourrait être de surveiller est-ce qu'il y a du trafic sortant qui est inhabituel, par exemple. Fait que ça pourrait être un indicateur que quelqu'un est en train de sortir de l'information de l'organisation. Ça pourrait aussi être des irrégularités sur des utilisateurs à haut privilège. Fait que ça veut dire qu'il faut surveiller c'est quoi les actions typiques que nos gens qui ont des accès soit élevés ou accès à de l'information sensible font, puis de voir des patterns si jamais ça sort de l'ordinaire. Ça pourrait être aussi tout simplement un nombre d'échecs élevé plus que d'habitude sur les authentifications. Ça voudrait dire qu'un pirate est en train de faire peut-être une attaque qu'on appelle par bourrage d'identifiants. Fait qu'il utilise des utilisateurs mots de passe qu'il a trouvés ailleurs, puis il les essaye sur votre entreprise. Mais comme je le disais, là, pour pouvoir détecter ces indicateurs-là, il faut avoir déjà configuré de l'alertage. Comme ça, on va le voir venir. Sinon, ben, on ne fait juste pas le voir venir, puis on va le constater après les faits. Ouais, et puis là, ça fait mal. Quand on le constate, Exactement. c'est trop tard. Ok, merci. Il y a plein d'indicateurs c'est intéressant de le savoir. Et en effet, ça nécessite quand même toute une mécanique derrière pour pouvoir les capter là et remonter les alertes. Sans ça, c'est le drame. Allez, Exactement. deuxième question. Euh, Partons du fait que bah voilà, on n'a pas détecté et puis on se retrouve dans une situation qui est celle qu'on voudrait pas avoir. Donc la question, c'est quelles sont les trois premières actions que doit faire en fait une entreprise lorsqu'elle découvre qu'elle est cyberattaquée? Ouais. Ben, la première chose qu'elle doit faire, c'est vraiment ce qu'on dit, là, contenir la brèche. Il faut éviter que le problème s'aggrave. Si on prend, par exemple, le scénario d'une attaque de rançon logiciel, ben là, ça pourrait être de débrancher le réseau, débrancher même le réseau de l'Internet au complet pour éviter que le rançon logiciel continue de se propager. Et même si c'est un rançon logiciel qui exfiltre des données, si jamais il y a une exfiltration en cours, ben, ça va éviter que ça continue ou que le pirate informatique puisse envoyer des nouvelles commandes là, pour ajuster son attaque. Fait que ça serait un exemple là, de l'étape pour contenir la brèche. Par la suite, ben, justement, on va tomber sur la recherche de nos fameux indicateurs de compromission qu'on parlait juste avant, voir c'est qui le patient zéro, est-ce qu'on est capable de le trouver pour trouver la source même là, de comment la brèche est survenue. Puis ça va influencer la prochaine étape parce que selon les réponses qu'on va trouver ou ne pas trouver, ben là, on va falloir vraiment planifier la reprise. Fait que si jamais on trouve pas le patient zéro, là, ça se pourrait qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut reconstruire de zéro? Parce qu'on n'a peut-être plus confiance dans notre infrastructure technologique. Fait que ça pourrait être une des actions. Si jamais on a trouvé le patient zéro puis qu'on voit que c'est très circonscrit, bien là, on pourra peut-être faire une intervention plus chirurgicale, mais pour être franc, ça n'arrive pas dans tous les cas. Puis, bien sûr, en parallèle avec ça, il faudra voir, il y a un volet communication qu'il faut penser, là, puis selon ce qu'on a découvert dans les premières étapes, il va falloir peut-être communiquer avec les partenaires, les clients, les fournisseurs. Fait que ça, c'est pas mal les premières étapes à faire là, pour démarrer dans un incident. J'ai une question supplémentaire justement sur quand on se fait voler ces données-là, il y a un aspect avec la SQ, là, avec la police, hein. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des premières étapes ou quand est-ce que ça rentre en fait dans le processus qu'il faut faire une déclaration à la CAI ou se faire épauler ou une déclaration à la police?
Oui, ben, pour ce qui est de la police, je vais y aller avec ce qu'on voit là. C'est variable, là. C'est certain que nous, on va tout le temps conseiller de faire une déclaration à la police pour si jamais il y a des besoins en assurance, des choses comme ça, ça va prendre vraiment un numéro de cas. Pour ce qui est de la commission d'accès à l'information, comme tu mentionnais, ben ça peut, là, les avocats vont s'en mêler, bien sûr, pour voir est-ce qu'on est dans une situation où il faut respecter la loi 25 et s'il y a un risque sérieux là, d'atteinte aux citoyens final, là, par exemple un vol d'identité, bien là, effectivement, ça se pourrait qu'il y ait une décision de faire une déclaration à la Commission d'accès à l'information et aussi de notifier là, les personnes visées là, qui pourraient subir un dommage suivant une fuite de données, par exemple. D'accord. Merci de ce complément d'information qui n'était pas prévu aux questions que j'avais déjà C'est préparées. correct. On rebondit comme ça, c'est la vie de l'interview. Allez, troisième question, qui devient la quatrième. Troisième question, en fait, que devrait faire au minimum une entreprise pour se prémunir des cyberattaques? Il y a beaucoup d'entreprises, hein, la cybersécurité, c'est pas leur truc, là, où ils n'ont pas les moyens, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent au minimum, en fait, pour se protéger au minimum? Ouais. Ben, pour une entreprise là, qui a jamais encore démarré un processus puis qu'elle ne sait pas c'est quoi son état actuel, c'est vraiment de faire un état des lieux de sa cybersécurité. Fait qu'à ce moment-là, comme nous, chez CyberSwat, on a développé un produit qui s'appelle Protection C4 qui permet vraiment, avec l'entreprise, d'évaluer c'est quoi son niveau de risque, d'établir c'est quoi les éléments critiques à mettre en place dès maintenant, puis de faire une planification comme ça dans le temps des éléments pour améliorer sa posture de sécurité. Par contre, ce qu'on voit dans le marché, il y a quand même des éléments clés. Là. On parle du minimum. Le minimum, c'est bien sensibiliser ses utilisateurs sur la cybersécurité, qu'ils aient les bons réflexes. Après ça, c'est de mettre l'authentification à 2 facteurs partout, partout, partout. Ça sort là, tout le temps. Et également le volet des sauvegardes immuables pour éviter que les sauvegardes puissent être effacées ou chiffrées par les malfaiteurs là, quand il y a une attaque de rançon-shell, par exemple. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses, là, bien sûr, qu'il faut mettre en place. Par contre, je ne pourrais pas passer à côté d'un autre élément qui est vraiment de bien définir un plan de gestion de crise, aussi avoir un plan de continuité des affaires. Puis là, ben, je pourrais pas passer à côté de dire, ben, pour ça, il faudrait bien s'inscrire à ta formation, à tes Ah oui. webinaires pour pouvoir en savoir plus sur ce volet-là. Ok, ouais. Merci de faire cet aparté par rapport à ça. Oui, c'est clair que tu as donné déjà beaucoup là sur les premières, comment ça s'appelle, ce qu'il faudrait faire au minimum, hein. Et ça, il y a beaucoup de choses. Et en effet, la gestion de crise, c'est clair qu'en 2022, pas avoir de gestion de crise, là, c'est chercher les embrouilles, pas à peu près, quoi. Donc voilà, allez, on va passer à la question suivante. Et ça, c'est quelque chose qui nous pose, et c'est là où on fait la différence entre justement une perte informatique suite en fait à un sinistre de la perte d'un data center versus en fait une cyberattaque. Les délais de reprise sont pas les mêmes et tu les as un petit peu expliqués. Il y a plein d'analyses à faire, de choses comme ça pour regarder si c'est local ou si c'est touché à côté. Donc tout ça, ça prend du temps. Et du coup, la question, c'est combien de temps faut-il à une entreprise pour à nouveau être opérationnelle après une cyberattaque? Oui. Ben, c'est très variable hein, d'une organisation à l'autre, là. Puis souvent, c'est le niveau de préparation qui va avoir une influence là-dessus. Et aussi, c'est certain, l'incident comme tel qui va être survenu. Mais si on parle de la fameuse attaque de rançon-shell, là, souvent, ce qu'on va voir, l'entreprise va être paralysée là, de 1 à 2 semaines, là, presque totalement, puis qu'elle va avoir de la misère juste à savoir quoi faire. Mais là, après ça, les choses commencent à se placer. Souvent, au bout de ces 2 semaines-là, au moins ces systèmes critiques, elle va avoir rendu ça fonctionnel suivant de l'aide qu'elle pourra avoir été cherchée. Mais ce qu'on voit là, pour les autres systèmes tiers, là, ça peut prendre jusqu'à 2 mois avant qu'elle revienne, ce qu'on va appeler un peu à la normale. Sauf ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il peut y avoir un retard qui a été accumulé dans le service à la clientèle, etc. Fait que ça, il y a même
dans les études de IBM là, qui indiquent qu'il peut y avoir des impacts sur l'organisation jusqu'à 2 ans suivant un incident. Fait que c'est certain que entre le 2 semaines, le 2 mois puis le 2 ans, l'intensité abaisse, mais c'est pour démontrer à quel point il faut prendre ça au sérieux, là. Mmh. Tiens, ça me rappelle par rapport à une entreprise justement avec Log4j, hein, qui est sortie en décembre 2021, le temps passe vite là. Il y a une entreprise qui a été pas mal, touchée par ça. Il a fallu qu'ils reconstruisent leurs serveurs, hein, donc ils les ont reconstruits à blanc là et là on est, quoi? On est en mai quand on enregistre cette vidéo là et ils sont encore, à reconstruire certains serveurs donc ça revient très, très long quoi. Donc en effet, les serveurs essentiels ont été remontés là, mais il y a tout le reste aussi à reconstruire et ça peut être très, très long. Bah, merci beaucoup de ta réponse. Ça clôture nos questions ici. Donc merci du temps que tu as passé à répondre à ces questions et puis, j'en ai posé une autre supplémentaire qui n'était pas prévue, mais c'est ça le propre de l'interview. D'accord. Et puis, on va te retrouver lors du bootcamp. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, et en effet, ce bootcamp, c'est la mise en place d'une gestion de crise en 5 demi-journées. En tout cas, on initialise et ça donne l'occasion justement aux personnes de créer justement leur gestion de crise parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et ils partent avec une gestion de crise initialisée. Et on va avoir le plaisir de te voir. Ça va être le lundi, je crois, lundi 13, pour justement une petite conférence de à peu près 40-45 minutes sur tout ce qui est les signes avant-coureurs, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une gestion de crise. Vous avez eu quelques réponses par rapport, mais croyez-moi, la conférence est beaucoup plus complète et beaucoup plus approfondie. Je te remercie encore beaucoup, Jean-Philippe, et puis on se retrouve justement au bootcamp. Salut. Merci. Merci à toi, Alexandre. Bye bye. Bye.